Dans l'accord absolu de la lumière, de la pierre et du fleuve, le Val-de-Loire cultive depuis des siècles la volupté de ses campagnes et la magnificence de ses demeures. Non loin d'Angers, la douceur du jardin de Séran invite à savourer les charmes de l'ancien château de défense. Derrière la symétrie parfaite de la façade, les beaux intérieurs du château déploient luxe et richesse. Outre tapisseries et tableaux des plus fameuses écoles, Séran possède une bibliothèque étonnante, aux anciens livres innombrables et précieux. Car pays des châteaux et des rois, le Val-de-Loire fut aussi pays de culture et des arts. La Gabarre gonfle sa voile, et la Loire tout à coup retrouve les voix d'antan des mariniers. Loire sauvage, toujours changeante, qui roule ses eaux en hiver jusqu'au plus haut des levées, et l'été n'est que grève à perte de vue. Angers, où depuis 700 ans ne cesse d'émerveiller la cathédrale, dont les flèches de pierre portent au plus haut de l'azur le titre de capitale d'Anjou. Au musée David d'Angers, puissance et émotion des corps et des visages de pierre, dans la lumière vertigineuse de l'abbaye à ciel ouvert, magnifiquement restaurée. Et pourtant, elle roule. Sphère aplatie et décentrée, piste incurvée, la boule de fort est pure pratique angevine, née de la longue attente des mariniers, quand les caprices de la Loire immobilisaient les gabarres. Édifiée au XIIIe siècle sur ordre de Blanche de Castille, l'enceinte du château et ses 17 tours veillent à l'harmonie des jardins à la française, déployés tout autour d'une jolie chapelle du XVe. À l'intérieur du château, les 76 tableaux de l'Apocalypse, la plus longue tapisserie jamais tissée en France. Dans la salle des malades de l'ancien hôpital Saint-Jean, le chant du monde de Jean Lurçat livre à la lumière oblique la flamboyance de ses couleurs, tissées à Aubusson durant 9 ans.
pied des jardins, Angers étend ses toits sur les deux rives de la Maine. Au moulin de la Croix-Cadeau tourne par-dessus les toitures la valse lente du temps. Jeu de pénombre et de lumière dans les craquements des mécaniques de bois. À quelques kilomètres d'Angers, le château du Plessis-Massé règne sur une campagne prodigue et chatoyante, qui semble le protéger même du temps qui passe. Derrière la sévérité de son donjon et de ses tours du XIe siècle, le château révèle dans ses loggias intérieurs les charmes délicats de fort beaux bâtiments du XVe. Au pays du grand fleuve, la campagne est partout sillonnée par les eaux, où glissent d'écluse en écluse les péniches. À fleur de ciel et d'eau, Plessis-Bourré, alias Plessis-le-Vent, offre l'exemple magnifique d'un château de transition. En plein cœur du pays d'Anjou, Plessis-Bourré fut l'une des premières grandes demeures de France à donner aux impératifs de défense la dimension du plaisir et de la villégiature. Tapisseries d'Aubusson et de Flandre, dallages de pierre de Charente, mobilier aujourd'hui rarissime. En ces dentelles de pierre, le château a gardé du XVe et du XVIIIe siècle les ouvrages les plus prestigieux. Mais sans doute est-ce la salle d'armes qui recèle ici de plus étonnants trésors. Un extraordinaire plafond du XVe, où parmi caissons et moulures admirables, des personnages étranges et des formules mystérieuses veillent en 24 tableaux sur d'insondables secrets d'alchimie. Flagrant délit d'évasion. En ces terres si tranquilles et qui semblent si sages, l'appel des airs suscite toutes les hardiesses et les témérités. Histoire de voir, sans doute, la vie de château sous un autre angle.
Saint-Lazé, le pays du tailleur d'ardoise. Aux jambes, les guêtres fameuses faites de vieux draps ficelés. Aux pieds, les énormes sabots de bois. Équipement ancestral du tailleur d'ardoise tel qu'il fut ici durant des siècles. Maîtrise absolue d'un savoir-faire transmis par des générations d'ouvriers, qui écrivirent parfois de leur sang la longue histoire des ardoisiers. Effort des hommes depuis 900 ans à l'infini répété, pour qu'au bleu si tendre des ciels d'Anjou, l'ardoise inscrive le bleu noir de la terre, au fil des rivières indolentes où dansent les toitures magnifiques. Vie de château à Montgeoffroy, où conduit toujours le doux balancement des calèches. Derrière la sobriété et la rigueur extrême des splendides façades 18e, brillent dans les cuisines admirables les témoignages de cuivre des plus fastueux plaisirs. Au mur de la sellerie du château, les magnifiques équipages rappellent qu'en ces terres de cavaliers émérites, les hommes ont depuis tout temps la passion des chevaux. Dans la résonance des orgues, la belle église de Cuneau affiche le contraste saisissant entre le dépouillement total des lignes et la richesse d'ouvrages des chapiteaux des XIe et XIIe siècles. Aussi étonnante, la hauteur vertigineuse des piliers donne à l'église romane l'ampleur intérieure des grandes abbayes bénédictines. Et dans la campagne court chaque jour le son majestueux de ces cloches, dont 4 proviennent de la cathédrale Constantine. Et dans le balancement du vent, les lupins multicolores rappellent que le Val-de-Loire est également nommé le Jardin de la France. Au
portes de Saumur, le château de Boumois conjugue en toute intimité gothique et première Renaissance. Sous la haute protection d'impressionnantes armes anciennes. À Saumur, comme partout en terre d'Anjou, la beauté des matériaux a su trouver toujours talent à sa mesure. Et l'intelligence des mains, ainsi 1000 fois exercée, conférera un jour aux jeunes compagnons du Tour de France la noblesse ancienne des bâtisseurs de cathédrales. Fréquemment reconstruit depuis sa fondation au VIe siècle, le château domine le fleuve et la ville. À l'intérieur des célèbres remparts étoiles, la splendeur des baies à meneaux et la gaieté dorée des girouettes égrènent toujours, entre clochetons et créneaux à fleurs de lys, les heures fameuses du duc de Berry. Et dans la pénombre des caves naissent les vins merveilleux dont les bulles rendent si gai. La célèbre méthode traditionnelle fait de la région de Saumur le second fournisseur de France et de Navarre. Sont en effet produits ici chaque année quelques 20 millions de bouteilles à destination de nombreux pays du monde. En lisière de la forêt de Chinon, chargé de si profonds mystères, le château de Rigny-Hussé conjugue dans la fantaisie de ses jardins et tonnelles l'univers féerique des contes de l'enfance. Délicieux témoignage de l'esprit d'ouverture et de plaisir de la Renaissance, Hussé s'impose en effet château rêvé de la Belle au Bois dormant. Bien des princes charmants ont assurément séduit bien des belles parmi les orangers de ces terrasses. Au pays du saumon, de l'anguille et de la lauze, la pêche demeure le grand bonheur des hommes. Et comme celle du cendre aux pointes d'asperges, la préparation des poissons de rivière motive en Val-de-Loire les plus grands talents.
Dans la riance des prairies entre Loches et Montrichard, le manoir de Montpoupon marie Moyen-Âge et Renaissance. Reliant Chinon à Richelieu, dans les sifflets joyeux et les stridences des jets de vapeur, un express des années 20 invite à l'escapade buissonnière les amoureux des premiers trains et des balades inattendues. À Chinon, Jeanne d'Arc vint demander au futur roi Charles VII une armée pour défendre Orléans, lieu aujourd'hui si paisible qui conduisirent la petite Lorraine vers un destin qui le fut si peu. En la bonne ville de Rabelais, les fêtes médiévales retrouvent les couleurs et les éclats d'antan. Dames de la cour et chevaliers en armure y côtoient cracheurs de feu et forgerons, troubadours et joueurs de viol. Dans la sérénité des arbres et des eaux, Azay-le-Rideau marque en Val-de-Loire le triomphe de la Renaissance italianisante. Reconstruit sur pilotis dans les années 1520, 100 ans après avoir été incendié sur ordre de Charles VII, Azay-le-Brûlé devient, dans le raffinement des lignes et les ornements de la pierre, Azay-le-Rideau, joyau de Touraine.
Ils étaient à l'abri des murs de sachets qu'Honoré de Balzac rédigea une grande partie de son œuvre, loin de l'effervescence de la vie parisienne et de la vindicte de ses créanciers. Dominant la ville, les tours imposantes du château de Langeais protègent l'une des dernières forteresses du Moyen-Âge déclinant. N'ayant connu aucun aménagement postérieur à sa construction, qui fut menée d'une seule traite de 1465 à 1469, le château affiche à l'extérieur la puissance et l'austérité de l'art médiéval. Les intérieurs prennent par contre allure plus douce de manoir, conjuguant à l'élégance du mobilier la finesse des tapisseries de Flandre. Célébré au château, le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne a suspendu les fastes de la cérémonie dans l'immobilité des personnages de cire et les beaux costumes d'époque. Au bord de l'Indre, la cité médiévale de Loches, dont l'enceinte fortifiée court sur 1 kilomètre, témoin de la lutte acharnée entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. L'austère château fut plus tard transformé en prison d'État redoutable. À l'abri des remparts, des chiens de pierre éternellement fidèles gardent férocement le logis du roi. Dans l'impressionnant tombeau d'Agnès Sorel, une magnifique Madone à l'enfant veille sur la favorite de Charles VII. À jouer les tours, le château de Villandry offre la délicieuse surprise de vastes jardins, élégants et savoureux, parmi lesquels, unique en son genre, le potager est sans conteste le plus original. Dans la géométrie de ces 9 carrés, les ifs et les buis cernent légumes et fruitiers, offrant une étonnante et grandiose conjugaison de l'utilitaire et de l'agrément. Affirmant avec éclat l'influence de la nature et de l'environnement sur l'architecture, Villandry est sans doute de tous les châteaux de la Loire celui qui témoigne le plus fortement de la métamorphose profonde qu'engendra la Renaissance. C'est au XVIe siècle que Jean le Breton, secrétaire de François Ier, en ordonne les nouveaux corps de logis, la cour d'honneur et les 3 terrasses superposées, au pied desquelles Villandry déploie au fil des saisons les magnificences de l'un des plus beaux et des plus célèbres jardins de France. Entre la Loire et le Cher, Tours,
cité de Saint-Martin et capitale de Touraine, cultive depuis des siècles accueil et savoir-vivre. Ville d'art et ville d'histoire, dont les origines remontent à l'époque gallo-romaine, ville chère depuis toujours aux compagnons du Tour de France, Tours déploie les charmes de ses ruelles et de ses places dans l'harmonie de l'ardoise et des colombages. Et dans la tendre lumière de Touraine, la cathédrale Saint-Gatien fait danser ses dentelles de pierre. Sous les passerelles et les ponts de Vendôme, court le Loir parmi les petites îles charmantes. Vendôme, si douce à Balzac, dont l'écrivain évoquera dans plusieurs de ses romans l'harmonie parfaite et le calme. Vendôme, chérie de Ronsard, qui naquit tout près au beau manoir de la Poissonnière. La ville et la demeure font l'une et l'autre heureusement mentir le poète. Ici, la beauté n'est pas vent et ne s'en va pas en un jour comme rose. Depuis 10 siècles dominant la vallée de la Loire, voici Amboise, qui depuis les Gaulois vit se succéder César, Saint-Martin et Clovis. C'est sous Charles VIII et ses 14 ans de règne qu'Amboise connut son apogée, annonçant dans les splendeurs de la première Renaissance les grandes réalisations de Blois, Chenonceau et Chambord. Tenant de ses voyages le goût des grands espaces, le roi des guerres d'Italie fait du château, alors 3 fois plus grand qu'aujourd'hui, le palais de forteresse par excellence. Puis, Louis XII y succéda à Charles VIII, puis François Ier en acheva les derniers travaux. Amboise vit alors des heures somptueuses, le jeune roi y organisant les plus luxueux plaisirs. Mais sous Napoléon, le propriétaire du château en fait abattre la majeure partie, dans un fort dommageable souci d'économie. Sur la façade de la chapelle Saint-Hubert, parmi les serres témoignant des chasses royales, les armes de Philippe d'Orléans affirment la gloire du dernier souverain du château. À l'intérieur, dans le silence de la pierre et la lumière des vitraux, se trouve le tombeau de Léonard de Vinci, qui, sur invitation de François Ier, passa au Clos Lucé d'Amboise les dernières années de sa vie. C'est là, dans la beauté des roses et la sérénité d'un parc où vagabonde la rivière,
que l'artiste put donner libre cours à son goût de la recherche et de l'invention. Canon à vapeur, double coque, mitrailleuse à direction multiple, véhicule automobile, char d'assaut. Sous les yeux ébahis, les ancêtres des machines modernes disent combien l'artiste fut aussi grand peintre que génial inventeur. Unique vestige du merveilleux château du duc de Choiseul, la pagode de Chanteloup offre à 3 km au sud d'Amboise un exemple surprenant et charmant des chinoiseries tant prisées au XVIIIe siècle. Du haut des 149 marches, la vue découvre la vallée de la Loire jusqu'à Tours. Voisin de l'étonnante pagode, le château de Chaumont oppose aux fantaisies de celle-ci la rigueur de son architecture médiévale. Sous la Renaissance, la démolition de son 4e mur ouvrit le château sur la Loire, faisant de la forteresse sévère une villégiature toute de douceur et de charme. Enjambant les eaux du Cher, Chenonceau, joliment surnommé le château des femmes. Durant 400 ans, en effet, les dames les plus illustres de la cour y vinrent connaître un bonheur inégal. Parmi celles-ci, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis décidèrent au XVIe siècle les plus heureuses transformations que connut successivement l'ancien moulin. La première, rivale haïe de la seconde, en aménagea les jardins et par la construction d'un pont, relia le bâtiment à l'autre rive du Cher. La seconde, dont le château fut arme de sa vengeance, fit bâtir une galerie sur le pont et ordonna le parc grandiose. Épousant la douceur des coteaux du Cher, le château de Saint-Aignan inscrit entre forêt et vignoble l'harmonie de son architecture Renaissance. Le long des eaux dormeuses de la Sauldre, Romorantin, capitale de la Sologne, veille amoureusement sur ses belles demeures d'antan. Colombages et boiseries sculptées, tables délicieuses et vins fins, Romorantin, depuis toujours, donne à l'art de vivre ses plus belles lettres de noblesse.
À Lassay, entre Celles et Murs de Sologne, le château du Moulin témoigne de la prospérité d'un ancien capitaine du roi Charles VIII. Construit à la fin du XVe siècle par un architecte de la cour, il fut d'abord château primitif cerné de douves infranchissables. Seuls subsistent de ces époques troublées 2 tours d'entrée, le donjon et une sévérité de façade. Car le château, depuis longtemps, goûte en toute sérénité au charme voluptueux et profond des campagnes de Sologne. À mi-chemin entre Orléans et Tours, Blois reflète dans les eaux de la Loire la puissance et la sérénité de ses toits et de ses clochers. Dans la brique rouge et la pierre blanche magnifiquement ciselée, le château de Blois inscrit au bleu de l'ardoise et du ciel les splendeurs de 4 siècles d'architecture. Extraordinairement composite, car perpétuellement reconstruit, le château raconte comme livre la succession de ces rois qui tous ont laissé à Blois la marque de leur règne. Mais plus encore que Charles VIII et Louis XII, c'est François Ier qui ordonna à Blois les plus fortes métamorphoses, y affirmant avec faste l'apogée de la Renaissance. Ainsi, le fameux escalier extérieur, premier du genre et pur joyau d'ornementation architecturale. À la lisière de la forêt de Russie, le château de Beauregard déploie élégance et raffinement. Jean Duthiers, ministre de Henri II, en fut le maître d'ouvrage essentiel. Cet ami des poètes, qui lui-même s'essayait à la rime, fut le protecteur de Joachim du Bellay et grand ami de Ronsard. Les richesses des intérieurs attestent qu'au fil du temps, les propriétaires successifs de Beauregard ont perpétué tous cette tradition de culture et de beauté. Tradition qui trouva en la personne de Paul Hardier, serviteur particulièrement zélé, auquel Philippe d'Angennes céda le château en 1617. C'est à cet homme érudit et sensible que Beauregard doit son extraordinaire galerie des illustres. 327 portraits de personnages les plus importants du royaume racontent de Philippe IV de Valois à Louis XIII 3 siècles d'histoire de France. À Chambord, la Renaissance porte le spectaculaire à son paroxysme. Avec 440 pièces et 365 cheminées, le château royal atteint ici le plus haut degré de lyrisme et d'exaltation. Grandiose, unique, le château de Chambord est tout entier l'expression de l'amour de François Ier pour l'architecture
et de sa fougue de jeune prince. Si tout porte à penser que Léonard de Vinci en assura la conception, aucun document, cependant, ne permet de l'affirmer. Ce qui par contre est sûr, c'est qu'il fallut un génie égal à celui du maître pour conjuguer avec autant de talent la tension extrême entre la lourde solidité d'une base en tout point féodal et la grâce élancée et légère des sommets, marque absolue de la Renaissance. À 2 pas de Romorantin, entre la Loire et le Cher, le château de Cheverny offre l'un des plus purs exemples de classicisme. De cette construction du début du XVIIe siècle, due à Ruraud de Cheverny, alors en disgrâce de Paris, toute trace moyenâgeuse est en effet absente. À l'homme passionné de nature et de golf, la campagne de Sologne ouvre ses paysages magnifiques. Peinture de Jean Monnier racontant Don Quichotte et portrait de la comtesse de Cheverny par Mignard. Tapisserie des Flandres du XVIIIe et tableau de François Clouet. Magnificence de la salle de garde, tout à fait exceptionnelle en pareille pièce, et luxe majestueusement inutile, de la chambre royale où jamais aucun roi ne vint. La conjugaison parfaite du style Henri III annonce ici, en chaque endroit, Versailles. Blotti en forêt de Sologne, giboyeuse à souhait, le château est depuis tout temps lieu fort prisé de chasse à courre. L'art de la vannerie y est hautement célébré et les communs abritent aujourd'hui une fort belle salle des trophées. Et loin dans la campagne alentour, résonnent les aboiements des 70 chiens de la meute.
Dans la douceur de ces nuits d'été, les feux des spectacles font revivre les fastes d'antan. En ce jardin de la France où la vie a parfum de sous-bois et de roses, la pierre majestueuse a suspendu le temps. Là, dans la tendresse des ciels où dansent les tourelles d'ardoise, et la volupté infinie des eaux qu'épouse partout la lumière.